week-end, ce travail sérieux, rigoureux, en profondeur, sur des sujets qui interpellent les Français. Faites honneur à notre formation politique. Merci à vous aussi d'être si nombreux, si combatifs. Je vois que la majorité silencieuse a décidé de rester majoritaire, mais d'arrêter d'être silencieuse. Et vous avez bien choisi en venant ici, car je suis aussi là pour ça. Dans d'autres universités d'été, on se bat déjà à couteau tiré pour des postes à prendre. Moi, je n'ai qu'un objectif en politique, c'est de redonner la parole à ceux qui ne l'ont plus. C'est cet objectif qui m'a motivé à me présenter aux élections régionales. Permettez-moi d'en profiter pour saluer chaleureusement les habitants de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, quand l'un de ces journalistes me demande « Mais Madame Le Pen, vous n'avez pas peur de perdre ?» Je lui réponds, mais pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je me bats pour des idées, je me bats pour mon pays, je ne me bats pas pour un siège. Je ne vis pas en étant effrayé de perdre une clientèle électorale. Pourquoi voulez-vous donc que j'ai peur? Je n'ai pas peur pour la simple et bonne raison que je sais pourquoi je me bats. Et cela donne tout le courage du monde. Généralement, les journalistes ne comprennent pas ça, alors que c'est pourtant évident pour les Français. On est beaucoup plus convaincant quand on n'a pas peur de perdre. Et on a beaucoup plus de chances de gagner en réalité. En revanche, la peur de perdre, je peux vous assurer qu'en face, ils l'ont. En décembre. Tous les Hollande, les Valls, les Macron, les Vallaud-Belkacem. Ils savent que les Français ne vont pas les louper cette fois-ci. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont chamboulé toute l'organisation des régions, qu'ils ont mis le chaos avec leur réforme territoriale, pour cacher leur échec flagrant, pour minimiser les pertes. Mais je fais confiance aux Français. Réforme territoriale ou pas, décembre sera un mois de fessée électorale pour le PS. D'ailleurs, cette fusion des régions que François Hollande pensait pouvoir faire gober aux Français incognito, nos compatriotes ont bien vu que c'était une arnaque. Que ça n'allait apporter aucune économie, pire, que ça allait coûter, comme à chaque fois, encore plus cher. Que ça allait éloigner encore plus les capitales régionales des villages, que ça allait renforcer la désertification de nos campagnes. Ils ont vu que lorsque l'on habite un petit village comme Brachet, où j'étais la semaine dernière, on sera totalement délaissé par la capitale Strasbourg. Que lorsqu'on est agriculteur dans le Limousin, il n'y aura plus aucune oreille pour vous écouter à Bordeaux. Et tout ça avec encore davantage d'élus, dans des conseils régionaux encore plus importants, et avec des nouveaux postes qui ne servent à rien. Nous comptons bien lutter contre les effets désastreux de cette réforme, de l'intérieur à la tête des régions, en attendant d'arriver au pouvoir au niveau national. Et croyez-moi, ça viendra plus vite qu'ils ne l'imaginent. Nous serons le bouclier des Français face au gaspillage, face à la disparition des services publics, face à l'austérité, face à l'immigration, face au communautarisme, face à l'islamisme. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de problèmes à régler. Certes, je reconnais volontiers que nous ne pourrons pas tout au niveau régional. Mais une chose est sûre, tout ce que nous pourrons, nous le ferons. Comme dans les villes qui ont un maire Front National et qui sont remarquablement bien dirigées. David, Julien, Marc-Étienne, Joris et tous les autres, vous, nos maires,
soyez chaleureusement encouragés et remerciés, car par votre sérieux, votre pugnacité et votre défense intransigeante des intérêts des administrés, vous aurez assurément contribué aux victoires de décembre prochain. Merci. Nous serons demain dans les régions, comme nous le sommes déjà aujourd'hui dans les communes. Des remparts contre la conjonction des crises, ces crises de toute nature, économique, sociale, migratoire, qui ne font plus seulement que se succéder, qui se cumulent et convergent ensemble pour le plus grand malheur des Français, et touchent tous nos compatriotes, jusque dans les plus modestes villages, jusqu'ici préservés des tempêtes de la vie. Ces crises de l'immigration, de l'identité, de l'école, de la santé, du travail, ces crises de la protection, de l'agriculture, de la sécurité, dont on veut nous faire croire qu'elles sont conjoncturelles, liées à tel ou tel événement intérieur ou international, alors qu'elles sont, depuis bien longtemps, structurelles. Des crises liées à un modèle économique absurde, des crises de la négation de nous-mêmes, de nos droits, de nos valeurs, de nos libertés, de nos modes de vie, des crises de la perte de repères, de boussole tellement prévisible. Des crises liées à des choix politiques faits par ceux qui, la bouche en cœur, nous expliquent qu'ils régleront demain les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Face à ces crises, c'est un gouvernement fantoche que nous avons. Un gouvernement pot de fleurs. Un gouvernement qui ne maîtrise plus rien. Un gouvernement qui a délégué ses pouvoirs et la souveraineté du peuple français à d'autres et qui se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité totale d'agir, commentateur de ses propres échecs, spectateur de sa propre déroute. Un gouvernement absolument dépassé par les événements, devenu incapable de faire respecter l'autorité de l'État et d'assurer aux Français leurs droits les plus élémentaires, à commencer par la sécurité. Ce pouvoir en déliquescence complète, inquiétant, et je ne parle pas seulement de l'hystérie quotidienne et visible qui transpire d'un Manuel Valls. Ce pouvoir ne dirige plus la France qu'en vertu d'une incroyable inversion des valeurs. C'est ainsi qu'il est faible avec les forts, minable face aux violents, mais impitoyable avec les petits et les honnêtes gens. L'injustice frappe et indigne légitimement la plupart d'entre nous. C'est par exemple ce pouvoir qui se couche devant la finance et les banques, gavé d'argent mais qui laisse crever la PME, l'artisan faute de trésorerie, parce que les banques préfèrent utiliser leurs fonds à spéculer plutôt que de prêter à des entreprises, même lorsqu'elles sont rentables. C'est ce pouvoir qui laisse filer des patrons irresponsables du CAC 40 avec des parachutes dorés indécents, comme c'est le cas du PDG de l'Alcatel-Lucent, mais qui reste indifférent aux centaines de salariés laissés sur le carreau après des licenciements boursiers. C'est ce pouvoir qui, sans aucun discernement, accable des entrepreneurs avec le RSI ou les agriculteurs avec la MSA, mais qui organise pour lui-même et pour le compte du ministère de la Justice le travail au noir de 40 000 personnes au sein même de l'État. C'est ce pouvoir, hérité de la pratique de l'UMP comme du PS, qui se plie aux exigences de ceux qui s'adonnent à une violence gratuite et barbare. Ce pouvoir qui laisse faire et ne demande aucun compte, même lorsque son autorité est directement défiée. Ce pouvoir honteusement laxiste, on l'a vu à l'œuvre dernièrement sur l'autoroute A1, laissant impunément des voyous qui font la honte de la communauté des gens du voyage, occuper, bloquer et saccager un axe routier utilisé chaque jour par des milliers d'automobilistes. Un pouvoir qui, dans cette affaire, non seulement n'a rien fait, n'a même pas tenté de faire, mais qui en plus a cédé aux exigences des hors-la-loi et qui, humiliation suprême, fera supporter le coût des dégâts par le contribuable, c'est-à-dire vous. Face à cela
laxisme et à cette impuissance organisée se dresse un autre pouvoir, impitoyable, et d'une extrême sévérité cette fois, contre les automobilistes, vaches à lait du système, ou contre les paysans, broyés par des politiques complètement folles. Un pouvoir également menaçant pour ceux qui pensent mal. C'est par exemple la loi renseignement, qui, dans une relative indifférence, a instauré la surveillance généralisée de tous les Français sur Internet et placé les opposants politiques illégalement sur écoute. Un pouvoir, je l'ai dit, totalement débordé, laissant pendant 7 heures les 700 passagers d'un TGV bloqués en gare de Calais parce que des migrants occupent la voie. Ce pouvoir injuste, ne frappant que ceux qui, par éducation et avec sens civique, respectent encore l'autorité de l'État, ce pouvoir est en train de précipiter la France dans un chaos indescriptible. Là, on n'est plus de thématiques abstraites qui occupent les médias et intéressent vaguement les Français à l'heure du dîner, non. L'heure est aux difficultés bien réelles de la vraie vie. Désormais, les Français ont tous des proches au chômage ou en situation de précarité. Les Français ont tous des parents, des grands-parents, des amis, précipités dans des difficultés économiques insurmontables. Désormais, des migrants errent dans nos quartiers, autour des gares, dans des bidonvilles, causant à la France d'immenses problèmes de sécurité et de salubrité publique. Désormais, l'heure est à l'accoutumance au terrorisme. Un terrorisme bien réel qui porte un nom, et même plusieurs. Rien qu'en 2015, ils sont déjà nombreux à avoir semé la terreur et la mort autour d'eux. Les frères Kouachi, Hamidi Koulibaly, Sid Ahmed Lam, Yassine Sali, Ayoub El-Kazani. Et face à cette vague d'attentats, face à cette insécurité croissante, qui va chercher la responsabilité du ministre de l'Intérieur? À partir de combien de morts le gouvernement va-t-il admettre qu'il est en échec et qu'il y a donc urgence à changer radicalement de politique? Alors, à défaut d'agir, ce pouvoir communique pour faire oublier l'étendue de sa responsabilité. Ah, la communication. Voilà à quoi se résume désormais l'action du gouvernement. Voilà ce qui peut se liquéfier notre Premier ministre chaque fois qu'il prend la parole. Car il faut bien bouger, s'agiter, s'exciter pour habiller d'illusions la plus scandaleuse inaction. Et si ce pouvoir patine si terriblement, c'est peut-être précisément parce qu'il n'en est plus un. La France n'est plus un État, comme l'a si justement diagnostiqué Marie-France Garot tout récemment. La France n'est plus libre de ses lois, ne maîtrise plus son territoire, ne bat plus sa propre monnaie et ne part en guerre que lorsque d'autres lui ordonnent de le faire et trop souvent pour défendre des intérêts qui ne sont pas les siens. C'est à l'Union européenne que nous avons remis l'essentiel des attributs de notre souveraineté. Quant à nos armées, elles ne sont plus qu'un résidu de puissance qui d'année en année se réduit jusqu'à l'os, sous l'action coupable de l'UMP et du PS. Heureusement, l'armée française compte encore en son sein des hommes d'une valeur exceptionnelle qui font la fierté de notre pays. Politiquement, l'affaire est entendue. La France est devenue le vassal d'autres puissances. Soumise à Washington autant qu'à Berlin, elle court à sa perte, suivant des politiques qui ne correspondent plus à aucun de ses intérêts stratégiques. La France ne sera plus, tout simplement, sauf à retrouver sa liberté et sa souveraineté. Et s'ils le font, s'arrachant aux griffes de l'Union européenne, via un référendum comme au Royaume-Uni, où je vous indique, mes chers amis, que pour la première fois, dans un sondage publié ce jour, cette sortie de l'Union européenne est devenue majoritaire dans l'opinion publique au Royaume-Uni. Pour les plus tatillons qui ne jurent que par le droit, rappelons que cette possibilité est prévue par le traité sur l'Union européenne qui pose dans son article 50 qu'un État peut sortir de l'Union à bon entendeur. Revenons-en
chers amis, à cette conjonction des crises, il est des domaines où cette accumulation se voit parfaitement. Par exemple, notre système de santé, qui subit tout à la fois les ravages de l'austérité imposée par Bruxelles et les drames du communautarisme, qui sont eux-mêmes la conséquence directe d'une immigration massive incontrôlée. Combien de médecins ont été agressés dans leur cabinet? Combien d'urgentistes brutalisés par des maris obscurantistes refusant de laisser approcher leur femme par un homme qui est payé pour les soigner? Mais aussi combien de services saturés par des étrangers et des clandestins qui bénéficient d'un accès gratuit aux soins au détriment des Français qui, eux, non seulement doivent attendre, mais en plus doivent payer. Et l'austérité, alors qu'un rapport remis récemment à Marisol Touraine préconise la suppression de 10% des services d'urgence sur l'ensemble du territoire. Combien de cliniques, de maternités, de services chirurgicaux dans les hôpitaux de nos provinces ont déjà fermé partout en France? Or, dans sa loi santé, contre laquelle l'ensemble des professionnels de santé se mobilisent légitimement, non seulement Marisol Touraine ne résout rien, mais elle dégrade encore davantage les conditions de travail des médecins en donnant les pleins pouvoirs aux agences régionales de santé, ce qui participe toujours plus à l'éclatement des pouvoirs de l'État et met en péril notre précieuse solidarité nationale. C'est l'existence même de la médecine libérale qui est en jeu. Notre système de santé français a été élaboré sur plus de 6 siècles. Depuis la fondation de nos premières grandes universités de médecine, bien que décrié, il reste un des plus performants et des moins onéreux du monde. Et ceux qui voyagent et qui ont eu le malheur d'être accidentés ou de tomber malades à l'étranger le savent. Quoi qu'en dise Madame Touraine, il permet à tous d'avoir accès à des professionnels de santé de très haute qualité, aussi bien en ville qu'en clinique privée, en milieu hospitalier ou médico-social, et cela dans de très brefs délais. Ce système a su trouver une juste mesure entre le libre choix par les patients de leurs soignants, une relative liberté d'exercice quotidien des professionnels de santé et la possibilité pour le système public de maîtriser tous les outils de la gestion de la solidarité nationale. Il a ainsi, au fil du temps, en véritable modèle pour tous les pays européens qui s'en sont inspirés, protégé également indigents, classe moyenne et privilégiés. Oh, certes, bien sûr, beaucoup de points font l'objet de justes critiques, dérives multiples de toutes parts et gestion très approximative de la part des caisses. Mais plutôt que d'apporter des réponses à ce qui est perfectible, Marisol Touraine, sous couvert de modernisation, a finalisé par sa nouvelle loi le démembrement de notre système de santé. Alors, Madame Touraine, comptez sur nous pour soutenir les médecins qui s'opposeront à votre œuvre de destruction. Parce que les Français, y compris dans les territoires ruraux, n'abandonneront pas un système de santé de qualité. Nous mènerons donc ce double combat contre l'austérité mortelle et contre le communautarisme destructeur. En cette période de rentrée des classes, je me dois aussi de revenir sur un autre pivot de notre nation, son école. Depuis bientôt 50 ans, droite et gauche démantèlent l'école de la République. Depuis mai 68, droite et gauche réunies s'y emploient avec une redoutable persévérance. Aujourd'hui, c'est une co-destruction signée Alain Vallaud-Belkacem et Najat Juppé. L'une casse morceau par morceau, l'autre veut tout araser. Dans cette œuvre de destruction, n'oublions pas Vincent Peillon, même si beaucoup l'ont déjà complètement oublié, à juste raison. Sa réforme maléfique des rythmes scolaires est toujours en place. La totale improvisation initiale se poursuit dans la gabegie. Des municipalités exsangues en viennent à taxer les parents jusqu'à 300 € par an et par enfant. La gratuité de l'enseignement public est remise en cause par la gauche elle-même. Pourquoi? Pour de la pâte à modeler et des activités de macramé. Le n'importe quoi continue à présider à cette lubie. Ces activités périscolaires ne sont pas adaptées aux besoins des élèves. Les salles de classe sont transformées en salles de jeu.
La sanctuarisation du lieu où devait se transmettre le savoir est remise en cause. Le professionnalisme des intervenants n'est pas garanti, ni même clairement défini. Cette réforme stupide sera supprimée lorsque nous arriverons au pouvoir. Improvisation, encore d'autres lubies. Avec Najat Vallaud-Belkacem, le pire est toujours sûr. Le 21 juin, elle publie un arrêté fixant un programme d'enseignement moral et civique, et le 1er septembre, les enseignants doivent le mettre en œuvre. Un codicile éclaire les motifs de cette précipitation, de ce manque de préparation, et je cite: les partenaires et associations agréées œuvrant dans le domaine de l'éducation aux médias et de l'éducation à la citoyenneté pourront également être sollicités. Au secours! SOS Racisme et toutes les autres associations de ce type, ces associations de propagande seront définitivement installées au cœur même de l'école de nos enfants. Mais c'est l'objectif, enfin. C'est évidemment l'objectif. Le système espère ainsi endoctriner et conditionner de futurs électeurs. Adieu neutralité, adieu laïcité, bonjour la propagande, bonjour le bourrage de crâne. Jules Ferry disait: l'école doit être un sanctuaire où le bruit de la société ne parvient pas. Oui, je veux une école qui institue le citoyen par l'effort. Je veux une école qui donne à chacun les moyens de penser par lui-même. Je veux une école qui permet à chacun de participer au débat en cours. Je veux une école qui apprend à lire, à écrire, à compter. Je veux une école qui enseigne l'histoire de France dans ses lumières et sa fierté nationale. Expurgé Clovis, Jeanne d'Arc, Napoléon, Saint-Louis, François Ier, Louis XIV ou Henri IV. Figurez-vous même que je veux une école qui forme à la maîtrise de la langue française, de l'orthographe, de la grammaire, de quoi faire s'étrangler nos pédagogistes ringards. Car on le sait, mes chers compatriotes, celui qui n'a pas les mots pour le dire n'a plus que ses points pour s'exprimer. L'étude des grands auteurs classiques est une nécessité. L'initiation à la philosophie est le couronnement de l'enseignement secondaire. Le latin et le grec en sont des compléments naturels. Je n'oublie pas les mathématiques et les sciences exactes. La réforme du collège que Hollande-Valls veulent imposer est à l'opposé de cette exigence. Il se moque de son rejet massif par les enseignants, il méprise toutes les démissions des responsables des programmes scolaires. Quant aux UMP républicains, il s'apprête à achever la déconstruction. Alain Juppé vient de sortir ses propositions de sabordage. Il reprend la théorie du socle commun de connaissances. C'est la médiocrité érigée en principe pédagogique. Il conserve le collège unique, l'une des origines de la casse de l'éducation nationale que nous souhaitons supprimer. Il veut encore aggraver le mal avec l'autonomie des collèges et des lycées. Le conseil d'établissement fixerait les heures dévolues à telle ou telle matière. C'est la déconstruction nationale. C'est le nivellement par le bas. Bref, Alain Juppé avec l'UMP veut définitivement livrer l'éducation nationale à la dérive syndicaliste. Alain Juppé veut donner le pouvoir aux permanents syndicaux et à leurs intrigues. Collèges et lycées deviendraient des nœuds de vipères. En bon socialiste, Alain Juppé veut compléter le tout par une haute autorité. Ça alors là, l'UMPS adore ces hautes autorités, qui ne sont indépendantes que du suffrage universel. La démocratie sans le peuple, c'est tellement plus confortable pour eux. Mais notre objectif est exactement l'inverse. Nous voulons la restauration de l'école de la République, une école qui assure la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Le maître doit être respecté par les élèves. Et c'est fini par
dans sa hiérarchie. Au centre de l'école doit être la transmission des connaissances, des savoirs fondamentaux. L'assimilation de tous les Français dans une même nation passe par le creuset de l'école. Vous savez, comme sur l'euro, nous ne sommes pas seuls à avoir ces positions sur l'école. D'un peu partout de l'échiquier politique montent les rejets de ce désordre établi, pour ne pas dire programmé, et le désir d'une alternative. Les uns se réclament d'une gauche républicaine et patriote qui a existé il y a bien longtemps. D'autres se revendiquent d'une droite qui a eu le sens de la nation et de ses valeurs. Les uns sont des politiques, les autres sont des intellectuels qui regardent le réel. Peu importe d'où ils viennent. L'important est où ils veulent aller. S'ils veulent l'indépendance de la France, nous la voulons aussi. Ne nous laissons pas impressionner par les anathèmes des bien-pensants, n'acceptons pas les excommunications des dominants en faillite, rejetons les interdits fulminés par la caste politico-médiatique, rejetons les tabous et les préjugés, parlons-nous franchement, ouvrons un dialogue sans concession et sans arrière-pensée, constatons notre point d'accord, dressons la liste de nos désaccords, nous verrons bien alors ce qui est possible. La France a besoin de tous les patriotes, la France a besoin de tous les républicains, la France a besoin de tous les souverainistes, de tous les amoureux de la France. La France a surtout besoin de son peuple, tout son peuple, pour contrer le saccage commis par ces pseudo-élites. Alors, marchons côte à côte et frappons ensemble. Il y a tant à faire pour redresser le pays. Il y a tant à faire pour créer des emplois productifs durables pour les Français. Il y a tant à faire pour redonner à la nation française le goût de sa grandeur. Ne perdons pas de temps. Il est trop précieux. Conjuguons nos énergies pour sauver notre pays. Il sera bien temps après de discuter nos désaccords et de les faire trancher par les Français au moment des élections. En matière scolaire, mes amis, tant que les notes existent encore et n'auront pas été supprimées, ça risque de ne pas tarder. Profitons-en, mes chers compatriotes, pour leur mettre un zéro pointé. Et sans nos encouragements, ils ne peuvent pas mieux faire, ils l'ont démontré, ils doivent donc partir. Profond est aussi celui de nos agriculteurs, les paysans de la terre de France, qui par milliers ont envahi les rues de Paris jeudi pour alerter sur leur sort. Nos paysans, nos éleveurs, sont passés à la moulinette de l'Union européenne, qui les submerge de normes, a rendu la PAC inefficace et injuste, et négocie en secret le traité transatlantique qui vise à les dépecer. Bruxelles, bien sûr, est coupable, comme elle est coupable des sanctions idiotes contre la Russie, qui nous valent aujourd'hui un embargo ruineux. Mais les responsables sont bien les gouvernements français successifs. Ces paillassons sur lesquels l'Union européenne et l'Allemagne viennent s'essuyer les pieds sans hésitation. Avaient-ils donc besoin de se mettre systématiquement à genoux devant l'Union européenne sous le seul prétexte que l'Europe c'est bien? Avait-il besoin d'aller trahir nos intérêts nationaux, abandonner nos petits exploitants, défaire la puissance agricole française parce que l'Europe, c'est vraiment super bien? Non, bien sûr. Cette crise agricole, comme les autres, les dépasse. Alors vivement la politique agricole française que nous mettrons en place, débarrassée des dogmes et intégralement tournée vers l'intérêt de l'agriculture française. Cette politique, la nôtre, qui rétablira des cours justes et des quotas là où il en faut. Cette politique qui se passera de l'intermédiaire bruxellois qui chaque année nous fait les poches à hauteur de 8 milliards. Cette politique qui reprendra le commerce avec la Russie parce que la guerre froide est terminée depuis 25 ans. Cette agriculture familiale, de qualité, de proximité, de paysage français, c'est la nôtre.
Et c'est l'agriculture du futur, écologique, patriote, humaine, sociale, moderne. Si ces gouvernements dépassés ne peuvent rien faire pour notre agriculture, vous imaginez qu'ils le peuvent encore moins contre le chômage. À chaque mois, les Français assistent médusés au petit numéro du ministre du Travail, venant leur expliquer sur toutes les ondes que selon la formule mathématique bien connue, en matière d'emploi aussi, moins d'emplois plus moins d'emplois, ça fait plus d'emplois. Que la hausse du chômage est en réalité une baisse. En tout cas, une baisse de la hausse. Enfin, une baisse de la hausse de la hausse. Ou une hausse de la baisse de la hausse. À vous de choisir. C'est pas facile être ministre du Travail, hein. On nous demande donc de vivre dans une société du tout précaire. En matière scolaire, comme en matière agricole ou économique et sociale. Comme on nous demande d'ailleurs de vivre avec le terrorisme. Ou de vivre avec le chômage de masse. Comme patriote et comme mère de famille, je ne m'y résous pas. Et ensemble, nous ne nous y résoudrons jamais. J'espère que c'est très clair pour ceux qui nous dirigent. On demande aux Français de vivre avec des salaires de plus en plus bas, des emplois de plus en plus incertains, des pensions de plus en plus faibles. Cette société des petits salaires et des retraites de misère, pourquoi devrions-nous l'accepter comme une fatalité? Quel sort maléfique, quelle malédiction aurait frappé la France pour que nous soyons condamnés à la croissance zéro et à la fin de l'industrie? Ceux qui, à droite comme à gauche, viennent vous expliquer qu'ils se battent pour l'emploi et la croissance, sans jamais vous parler de l'euro, du dumping social et environnemental, des frontières grandes ouvertes, de la directive détachement des travailleurs, de l'austérité et des impôts qui pèsent sur les PME-PMI, du patriotisme économique formellement interdit par l'Union européenne ou du RSI, sont des faiseurs de mots, des abuseurs, des imposteurs, des menteurs. Les Français n'ont pas besoin de troubadours de la politique pour les divertir, par des mots périmés, des promesses usées jusqu'à la corde. Ils veulent des hommes et des femmes responsables, qui ne roulent pas dans la farine, qui aillent au fond des choses pour résoudre les problèmes, qui aient des convictions ancrées, qui défendent ces convictions et le jour venu les appliquent. Oui, mes chers compatriotes, je suis persuadé qu'il n'y a pas de malédiction française et que notre pays peut sortir la tête du chômage de masse, que nos jeunes, comme nos seniors, peuvent retrouver le chemin de l'emploi, que nos retraités ne sont pas condamnés aux retraites indécentes, que le patriotisme économique, c'est l'avenir. Mais rien n'est possible dans l'euro, dans le dogme de l'euro monnaie unique. Pour ceux qui demandaient une vérification grandeur nature, elle est venue de Grèce cet été, où l'ancien ministre de l'économie lui-même, M. Varoufakis, a expliqué, après coup, hélas, comme d'habitude, que la clé du problème est bien sûr l'euro. Qu'aucun choix de redressement économique, de progrès social, ni même aucun choix démocratique tout court, n'est possible dans l'euro-monnaie unique. Et nos travaux de l'université d'été d'hier l'ont bien démontré. Eh bien, mes chers compatriotes, nous serons contraints de réparer leurs erreurs, pour le bien de la France. Comme déjà l'immense majorité des pays du monde, nous aurons demain une monnaie nationale, beaucoup plus performante que l'euro-dictature. La dissolution de la monnaie unique se fera et elle sera concertée parce qu'elle est indispensable. Comme est indispensable le retour de nos frontières et de protection face à la concurrence déloyale. Produits fabriqués sans souci de l'être humain, sans souci de l'environnement. Comme mes chers compatriotes, nous prenons l'engagement d'abroger la directive européenne de détachement des travailleurs, que l'UMP comme le PS soutiennent, sauf quand ça se voit trop, lors de certaines universités d'été à La Rochelle, par exemple.
voyez, pour nos PME, des bâtiments et des travaux publics, pour nos transporteurs routiers, pour nos agriculteurs, pour les millions de Français qui cherchent un emploi, nous mettrons fin à cette directive de la honte qui instaure sur notre territoire une priorité étrangère à l'emploi. Comment ne pas s'indigner devant l'aggravation continue des impôts et des taxes, tout particulièrement en cette rentrée où ils pèsent si lourd? Comment ne pas y voir la conséquence logique de la politique d'austérité, de l'ultralibéralisme dogmatique qui nous condamne à la décroissance et font peser sur les mêmes les sacrifices les plus intenables? L'impôt doit être moins lourd, plus juste, et pour cela nous devons nous mettre dans la situation de recréer de la richesse et donc de sortir d'un modèle économique totalement défaillant. Dès aujourd'hui, tiens, allez, que le gouvernement commence très officiellement par refuser tout nouvel alourdissement de la redevance télé, alors même qu'il a juré d'arrêter l'augmentation des impôts. On parle de taxer nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes, pour la télévision publique. Stop! Halte au feu! Que la télévision publique trouve ses financements ailleurs, mais pas sur le dos des Français qui voient déjà fondre à leur pouvoir d'achat. De la France est donc submergée par toute une série de crises. Je l'ai dit, santé, école, agriculture, économie de manière générale. Elle est une crise majeure qui prend en cette rentrée une ampleur spectaculaire, dont la gravité est historique. Je parle bien entendu de la terrifiante crise migratoire qui s'accélère brutalement en Europe et en France. Les perroquets commentateurs de la vie politique disent souvent que nous revenons à nos fondamentaux quand nous parlons de l'immigration. Mais ont-ils compris que l'immigration est un problème fondamental? Non pour le Front National ou pour la vie politique elle-même, mais d'abord pour la France et les Français. Pourquoi? Pourquoi, à part nous, personne ne semble comprendre que l'identité d'un peuple, sa cohésion, sa capacité à s'entendre et à se sentir unis sont effectivement, indiscutablement des éléments fondamentaux de la vie d'une nation. Pourquoi tout le monde méprise-t-il sans cesse ce sujet? Pourquoi personne, à part nous, une fois encore, n'est là pour entendre le cri d'alarme des Français devant ce qu'il faut bien qualifier aujourd'hui de submersion migratoire et de déstructuration avancée de notre identité nationale? À longueur d'antenne, des politiques, des journalistes, des employés de banque camouflés en experts ou en économistes, nous vendre qu'avec 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, on s'enrichit en acceptant une immigration massive que l'on ne peut ni faire travailler, puisqu'il n'y a pas d'emploi, ni loger, ni soigner, ni éduquer, tant les moyens manquent déjà pour les nôtres. Les chanteurs peuvent chanter, les saltimbanques jongler, les éditorialistes pérorés, BHL pleurnicher, rien ne changera cette cruelle et factuelle vérité. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. L'immigration d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'a connue notre pays au début du siècle dernier. Ce n'est pas vrai. C'est le mensonge de l'époque que l'on veut tenter de vous faire avaler. L'immigration d'aujourd'hui est une immigration économique, dans un pays économiquement exsangue, qui grève nos comptes sociaux, déstabilise notre système de protection sociale, pèse à la baisse sur nos salaires, déstabilise le marché de l'emploi et nuit profondément
à ce que je qualifiais à l'instant de fondamental, la cohésion de notre peuple. L'immigration d'aujourd'hui est une immigration familiale, encouragée par le regroupement du même métal, mis en œuvre par la droite et la gauche, une immigration d'installation, sans aucune volonté de retour dans le pays d'origine. Notre pays n'a plus ni les moyens, ni l'énergie, ni l'envie, disons-le simplement, d'être plus généreux qu'il ne peut l'être avec la misère du monde. N'en déplaise à M. Juppé, qui vient encore de se distinguer en déclamant que l'on doit accueillir tous ceux que l'on peut accueillir. Mais on ne peut plus accueillir personne. Voilà la réalité. Oui, il est tragique que des peuples du monde soient dans la misère. Mais il est tragique aussi que notre pays aujourd'hui s'enfonce dans la misère, soit déclassé et laisse des millions de nos compatriotes sur le bord du chemin. Non, ce n'est pas égoïste de penser à son propre peuple quand on est un dirigeant politique. C'est au contraire la première et même l'impérieuse mission que l'on doit se fixer. Alors oui, envers et contre tout, bien souvent malheureusement contre tous aussi, nous devons parler du fardeau migratoire. Nous devons défendre le peuple français et faire cesser cette culpabilisation insensée et parfois totalement indigne, indécente, mise en œuvre par des élites qui regardent l'immigration au balcon. La France est grande, la France est généreuse, mais la France doit aussi penser à elle-même et aux siens. Vous le savez, nous n'avons eu de cesse depuis des décennies de dénoncer le laxisme des gouvernements successifs sur l'immigration. Qu'il s'agisse de l'immigration légale ou de l'immigration clandestine. Je vous rappellerai une fois encore ces chiffres effrayants, parce qu'il faut les avoir en tête à chaque instant pour ne pas se laisser enfumer. Notre pays connaît depuis les débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était il y a 8 ans, chaque année, 200 000 entrées légales par an sur son territoire. C'est un chiffre qui ne bouge pas, qui reste à ce niveau dramatiquement haut, record, que la droite ou que la gauche soit au pouvoir. Quant à l'asile, cela fait bien longtemps qu'il est devenu une filière d'immigration clandestine comme une autre. Le chiffre de l'immigration clandestine n'a jamais et ne sera sans doute jamais connu. Il est aujourd'hui totalement hors contrôle. Or, nous payons aujourd'hui ce laxisme au prix fort. C'est ce signal-là, diffusé durant des années, des décennies, par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, qui fait aujourd'hui de la France une destination prioritaire aux migrations venant du monde entier. La guerre, la pauvreté, une offre de soins défaillante, le réchauffement climatique, 1000 raisons sont et seront avancées pour expliquer un phénomène qui s'amplifie, surtout du fait du laxisme insensé dont nos dirigeants ont fait preuve. On nous explique aujourd'hui qu'il faut accueillir 160 000 migrants. Demain, on nous expliquera qu'il faut en accueillir 760 000. Et après-demain, 1 260 000. Qui, à part nous, dans cette classe politique, a assez de clairvoyance et de courage pour regarder la réalité en face, prendre la mesure des événements et en conséquence mettre en œuvre une politique de fermeté dès aujourd'hui à la mesure de la gravité du phénomène. Nous ne nous contentons pas de dénoncer cette situation catastrophique qui met en cause la prospérité, la sécurité, l'identité et, j'ose le dire, la liberté même de notre pays. Nous sommes force de proposition.
Et nous donnons sans cesse dans le débat public nos solutions pour arrêter cette folie. Retrouver et maîtriser nos frontières contre l'Union européenne et Schengen, réduire au strict minimum l'immigration légale, réformer le code de la nationalité, notamment en supprimant le droit du sol, qui est l'acquisition automatique de la nationalité. Mettre en œuvre la priorité nationale et demander aux étrangers qui ne trouvent pas d'emploi de rentrer chez eux, comme le font tous les pays du monde, États-Unis en tête d'ailleurs. Réformer le droit d'asile pour le restreindre considérablement. Reconduire systématiquement à la frontière les clandestins comme la loi de la République l'exige. Supprimer toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, à commencer par le logement gratuit pour les demandeurs d'asile et l'aide médicale d'État pour les clandestins. Ainsi que toutes les aides de toutes sortes qui font que, dans des domaines précis, il vaut mieux être clandestin que français en France. Quand je dis cela, souvent on me rétorque, enfin, quand même, Madame Le Pen, vous exagérez. Mais en aucun cas. Prenons deux exemples. L'aide médicale d'État, prise en charge intégrale des soins. Qui peut en dire autant chez les Français qui cotisent et qui travaillent? Mais un autre exemple. L'UMP et le PS ont voté il y a des années déjà en Île-de-France les transports gratuits. Oh, ils n'ont pas mis pour les clandestins sur le papier. Hein. Ils ont mis pour les bénéficiaires de l'AME. Donc pour les clandestins. Quand les Français, y compris en situation de précarité, sont sommés de se réjouir du tarif unique du pass Navigo à plus de 770 € par an. C'est tout un arsenal de mesures, mes chers amis, que nous sommes prêts à mettre en œuvre si les Français nous portent au pouvoir. Nous parlons donc d'immigration depuis de longues années. Ce sujet est effectivement fondamental pour la France et les Français. Nous dénonçons et nous proposons. Mais aujourd'hui, nous vivons un véritable tournant sur ce sujet. Je vous parlais tout à l'heure d'un pouvoir débordé par toutes les crises. Celle que nous vivons en matière d'immigration a fini de tétaniser la classe politique. Contrainte, une fois de plus, une fois de trop peut-être, d'aller prendre ses ordres auprès de la Commission européenne de Mme Merkel. La profonde déstabilisation de la Libye par M. Sarkozy et Bernard-Henri Lévy avec la complicité du PS, puis celle de la Syrie, toujours par les mêmes, ont entraîné une situation inédite et pourtant prévisible, annoncée par le Front National aux portes des pays européens. La vague massive d'immigration clandestine commence seulement à atteindre les côtes de bon nombre de pays, dont évidemment la France. Quelques chiffres là encore. Entre 2012 et 2014, le nombre de demandeurs d'asile est passé sur toute l'Union européenne de 300 000 environ à plus de 600 000. Ce chiffre avait déjà bondi de 85% sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Pour la seule année 2015, on s'attend à ce qu'il atteigne le chiffre de 800 000 rien qu'en Allemagne. 1% de la population allemande en une seule année. Bon, on pourrait se dire qu'après tout, si l'Allemagne, pour des raisons pas toujours avouables, on en parlera, souhaite accueillir un nombre considérable de clandestins, c'est son problème. Mais il y a un hic de taille. À cause de la folie de la libre circulation, quand l'Allemagne les aura régularisés, alors ces populations pourront s'installer dans n'importe lequel des pays d'Europe. Autre chiffre. Alors en 2012, on estimait à 50 000 le nombre de personnes ayant traversé la Méditerranée pour rejoindre nos pays. Cette population devrait être en 2015 7 fois plus importante, avec près de 350 000 personnes. La passivité, le laxisme des pays de l'Union européenne incite ces clandestins à vouloir rejoindre notre pays. C'est un appel d'air considérable que nous créons quand nous ne nous opposons à rien à ces arrivées massives. C'est un appel d'air considérable lorsque nous allons arraisonner les bateaux, non pas pour les ramener en toute sécurité à leur port de départ, mais pour les ramener
dans un port de l'Union européenne. C'est un appel d'air criminel. Criminel au regard des peuples européens. Et criminel aussi parce qu'il constitue une véritable incitation à prendre la mer et la route au risque de sa vie. Et Belzane qui nous demande d'être généreux, charitables, de ne pas trop se soucier des causes politiques de ce désordre considérable, mais simplement d'en assumer les conséquences docilement, sont en fait des âmes criminelles. Elles poussent à une aggravation du problème alors même que l'on est déjà impuissant à y faire face. Il y a tant de choses à faire. Stabiliser la Libye avec l'aide de l'Égypte, aider enfin la Syrie à combattre l'État islamique, réinstaller des frontières nationales, renvoyer les clandestins dans leur pays, supprimer les pompes aspirantes de l'immigration, durcir le droit d'asile. Mais pourtant, rien n'est fait. Pas le début d'un commencement de décision de quelque nature que ce soit. Sauf peut-être un nouveau numéro vert. Cette fois-ci pour trouver un logement, peut-être. En la matière, j'ose le dire comme dans d'autres dérives de l'Union européenne, l'Allemagne porte une très lourde responsabilité par son incitation au niveau de l'Union européenne à une acceptation parfaitement passive de ce phénomène. Sans doute l'Allemagne pense-t-elle à sa démographie moribonde, et sans doute cherche-t-elle encore à baisser les salaires et à continuer à recruter des esclaves via une immigration massive. Mais ce qui est inacceptable, c'est la passivité absolue de la France face à ce nouveau diktat allemand. L'Allemagne ne cherche pas seulement à régenter notre économie, la voilà qui veut nous imposer d'accepter des centaines de milliers de demandeurs d'asile. Et d'ailleurs, mes chers amis, cette submersion migratoire n'est-elle pas exactement ce que souhaite la Commission européenne ? Le commissaire européen aux affaires intérieures n'a-t-il pas, il y a quelques jours encore, devant notre collègue Gilles Le Breton, avoué que la Commission souhaitait l'installation de 50 millions d'immigrés dans l'Union européenne à l'horizon 2060. Nicolas Sarkozy, qui a mis des semaines à sortir de son mutisme sur ces événements catastrophiques, fustigeait hier ma prétendue brutalité face à cette subversion migratoire. Venant d'un homme qui souhaitait accrocher M. Villepin à un croc de boucher, aspire à éclater le bec, je le cite en évoquant François Bayrou, et vient de traiter François Fillon de nuque, cette leçon de maintien pourrait faire sourire. Mais venant d'un homme qui, comme chef des armées, a contribué à l'assassinat sans autre forme de procès d'un chef d'État qu'il avait pourtant reçu au début de son mandat avec force courbette à l'Élysée. Mais venant d'un homme qui porte la terrible et historique responsabilité d'avoir livré la Libye aux bouchers islamistes, d'avoir livré le peuple libyen au saccage, au meurtre de masse, à l'épuration religieuse, aux tortures, d'avoir par son intervention militaire durablement déstabilisé cette région du monde, permettant à l'État islamique d'étendre ses tentacules jour après jour, les propos de Nicolas Sarkozy sont juste terribles. Terribles pour lui-même, terribles pour la famille politique qu'il représente, et tellement révélateur. Cet homme qui essaye à chaque élection de faire croire qu'il a changé, qu'il agira enfin demain contre l'immigration, comme il s'était engagé à le faire lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis président, puis en bien d'autres occasions. Cet homme, par les propos qu'il vient de tenir, avoue en fait qu'il ne fera rien. Vous m'entendez bien? Rien d'autre que ce que font les socialistes. Ouvrir grandes les portes de notre pays et tenter de culpabiliser les Français comme un vulgaire camp d'Adénis. Merci. Merci Nicolas Sarkozy de cet accès de franchise. Merci d'avoir tombé le masque. Car où est l'indécence, mes chers amis? Où est la
cruauté? Où est l'inhumanité au final? On instrumentalise la souffrance de ces pauvres gens qui traversent la Méditerranée. On instrumentalise la mort de ceux qui la trouvent au long de ces voyages organisés par des mafieux. On montre des photos, on exhibe la mort d'un enfant sans aucune dignité, à la seule fin de culpabiliser les consciences européennes et de leur faire accepter la situation actuelle. Mais ce faisant, c'est la mort elle-même qu'ils encouragent, et c'est une part bien indigne d'eux-mêmes qu'ils révèlent. Car accepter la situation actuelle, ne plus vouloir réfléchir à ses causes, se contenter de bons sentiments, intimer l'ordre aux populations de s'organiser pour accueillir les centaines de milliers de clandestins, c'est en encourager bien d'autres encore à tenter l'aventure macabre de la traversée de la Méditerranée. Et osons le dire, le réservoir est inépuisable. Par leur stratégie de communication, ils souhaitent que nous arrêtions de penser et que nous répondions instinctivement. Nous n'avons pas de leçon d'humanité à recevoir de ces irresponsables politiques. Surtout quand ils vous jettent la mort d'un enfant au visage pour faire avancer leur sinistre projet. Être un responsable politique, un vrai, c'est savoir que la France ne peut pas être gouvernée par l'émotion, au risque précisément de ne pas être gouvernée. La politique, c'est la responsabilité, c'est ne pas fuir la gravité des choix engageant en se cachant derrière l'émotion. C'est refuser la démagogie, la simplicité des slogans, les bons sentiments quand ils cachent des projets diaboliques. C'est au contraire ouvrir les yeux, accepter de voir la réalité en face et la dire aux Français. Et aujourd'hui, la vérité nous commande de dire que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas accueillir de clandestins supplémentaires, qu'il faut les ramener dans leur pays d'origine. À ça, pour la communauté internationale, d'organiser leur sécurité dans les territoires de ce pays. À ce titre, d'ailleurs, on se demande pourquoi les pays du Golfe, ces pays si riches et toujours si prompts à défendre le monde musulman, ne prendraient pas leur part. Puisqu'ils s'entendent si bien avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, et pourquoi nos dirigeants PS et UMP ne demandent-ils pas à l'émir et au roi d'accueillir les migrants qui sont à leur porte? Plus proches, plus prospères, où la pression migratoire n'est pas la même que sur le vieux continent. Je dirais pour terminer sur ce chapitre que la crise migratoire actuelle d'une extraordinaire intensité n'est pas prête de s'arrêter. Elle est terrible et l'inaction de nos gouvernants est cruelle, mais elle a au moins un mérite. Elle met en lumière la justesse de nos analyses et permet à chacun de se faire une opinion sur la lâcheté incommensurable des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, qui nous ont conduits là. Plus que jamais, sur ce sujet, comme sur d'autres, le Front National devient la boussole des Français. Comme notre mouvement est aussi la boussole des Français sur le fondamentalisme islamiste, qu'on accroît encore par cette immigration hors contrôle. J'ai dit tout récemment que je mettrais l'islam radical à genoux. Je vous le redis ici, mes chers compatriotes.
islamiste, je ne peux pas faire autre chose que vous annoncer la fermeté et la responsabilité. Oui, nous mettrons l'islam radical à genoux, au bénéfice de l'ensemble de nos compatriotes, y compris bien sûr nos compatriotes musulmans qui n'acceptent pas que des ministres imprudents les confondent pour de basses tactiques politiciennes avec les islamistes que je veux mettre hors d'état de nuire. Nous demandons la fermeture immédiate des mosquées radicales. Ces lieux de radicalisation, ces lieux de haine de la République et de la France, comme ils l'ont fait en Égypte et en Tunisie. Nous demandons l'expulsion des étrangers fichés pour leur lien avec l'islamisme et leur interdiction du territoire français. Et ce ne sont pas les belles âmes molles du PS et de l'UMP que j'ai choquées avec cette proposition pourtant de bon sens qui nous empêcheront de le dire pour agir. Nous demandons la laïcité partout, à l'école, dans les cantines, dans les services publics, dans les crèches et les universités. Pour moi, les signes religieux ostensibles doivent être proscrits dans l'entreprise. Aucune revendication communautariste ne doit plus pouvoir prospérer dans aucun secteur de notre société. Plus aucune lâcheté, plus aucune reculade, plus aucun arrangement, plus aucun scrupule. Et je rappelle que notre calendrier est le fruit d'un héritage ancien auquel les Français se sont attachés au cours des siècles. Il n'est pas question de l'adapter à quelque communautarisme que ce soit. De tel ou tel jour férié sont très bien ainsi que les communautaristes et les immigrationnistes fous cessent de vouloir y toucher. Voilà comment on mettra fin aux petites capitulations du quotidien qui mènent au drame du terrorisme. Voilà comment on fera en sorte qu'unis les Français, tous les Français, soient invincibles et retrouvent la fierté de leur pays, la France. Les Français en ont assez de la faiblesse. Ils en ont assez des excuses. Ils ne veulent plus des fausses promesses refaites 100 fois et toujours trahies. Ils veulent l'action humaine, bien sûr, mais ferme et résolue. Pendant ce temps, totalement sourd aux problèmes des Français, l'UMP joue la saison 8 de Hunger Games. Après le jeu mortel des primaires, il n'en restera qu'un. Les paris sont ouverts. Quel que soit le vainqueur de ce combat à mort, il devra assumer un bilan. Mais quel que soit le vainqueur, la politique menée sera identique, vous le savez. Alain Juppé fut Premier ministre, puis ministre de Nicolas Sarkozy. François Fillon fut pendant 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Quant à Nicolas Sarkozy, inutile de rappeler la longue liste de ses fonctions passées, moins longue certes que celle de ses reniements et de ses fautes à l'égard de la France. Il n'est ni juste, ni sérieux de ne pas se pencher sur leur bilan, leur lourd passif, alors même qu'ils exigent à nouveau la confiance des Français. Passif au premier rang desquels, je vous l'ai dit, la Libye, la Syrie. Mais Nicolas Sarkozy, c'est aussi 600 milliards d'euros de dette en plus, un record. Un pouvoir d'achat accablé, un chômage de masse, une pauvreté aggravée, une quarantaine de taxes nouvelles. C'est la soumission de la France à la technocratie bruxelloise gravée dans le marbre du traité budgétaire. Nicolas Sarkozy, c'est aussi bien sûr 54 000 militaires en moins,
au moment où les risques se sont spectaculairement accrus dans le monde. Nicolas Sarkozy, c'est aussi 12 500 policiers et gendarmes en moins, alors que l'insécurité se métastasait dans tout le pays. Nicolas Sarkozy, c'est aussi la suppression de la double peine, permettant aux délinquants et criminels étrangers de rester sur le territoire national, probablement à nos frais, comme d'habitude. Et pourtant, il ose parler brutalité, inhumanité. Nicolas Sarkozy, c'était au pouvoir la brutalité d'une politique d'immigration massive, 1 million d'étrangers légaux supplémentaires en 5 ans, de régularisation quotidienne de clandestins, d'accueil de Roms, politique d'une violence inouïe contre les Français, qui ont cru aux belles promesses de fermeté et se sont retrouvés avec des centres de demandeurs d'asile à leur porte. C'était l'injustice d'une politique qui demandait sans cesse des sacrifices aux Français, qui déremboursait les médicaments, qui multipliait les taxes, qui augmentait le forfait hospitalier, augmentait les tarifs du gaz et de l'électricité, gelait le barème de l'impôt sur le revenu, alors que dans le même temps, pas une seule réforme, pas une seule n'est venue tarir le flux ininterrompu de l'immigration clandestine, même pas la suppression de l'aide médicale d'État, pourtant 1000 fois promise. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas le seul. Et comme le poisson pourrit toujours par la tête, les élus UMP sont contaminés. Il faut écouter Natacha Bouchard. Natacha Bouchard, c'est le maire UMP de Calais. Je vous le dis avant, c'est quand je vais vous dire ce qu'elle dit. Elle vient de déclarer tout de go. Il faut vivre avec la problématique des migrants dans les meilleures conditions possibles, car ça peut être une richesse culturelle exceptionnelle. Et les Calaisiens pourront s'enrichir encore plus de ces populations migrantes. Enfin, en attendant cet enrichissement, cet irresponsable local demande 50 millions d'euros aux contribuables français pour les loger et les nourrir, et ce n'est qu'un début. Face à ce laxisme, nous trouvons dans ce parti, les Républicains, qui se veut du gouvernement, des positions exactement inverses, au moins en parole. Ainsi, Bruno Le Maire reprend mes propositions et demande l'expulsion des étrangers fichés comme terroristes. Qu'un autre dirigeant de son parti, Luc Châtel, ancien ministre sarkozyste, mais violemment pris à partie à ce sujet, il n'en a cure, l'important est l'enfumage, la tromperie. À l'UMP, on dit tout et l'inverse de tout, et une fois arrivé au pouvoir, on se contente de faire n'importe quoi. Quant à Nathalie Kosciusko-Morizet, comme elle est extrêmement gênée aux entournures, pour éviter, elle est quand même numéro 2, pour éviter de parler du fond, elle s'enfuit dans des débats sémantiques. Entre migrants, réfugiés, clandestins ou sans-papiers, c'est beau comme du Eva Joly. Même si ne vous aura pas échappé que la propagande cherche à imposer les mots dans le but de désarmer l'esprit. Les clandestins sont ainsi devenus des migrants. Et je vous l'annonce, certains souhaitent systématiquement remplacer le mot migrant, qui fait quand même encore trop penser à l'immigration, par l'usage systématique du terme réfugié. Je suis convaincu que nos dirigeants politiques seront les premiers à se soumettre à cette injonction. Pas nous. Confrontés à ce constat, mes chers amis, point besoin de vous expliquer l'importance de ne laisser passer aucune occasion de combattre pour la France. Point besoin de vous dire l'importance des élections régionales de décembre prochain. Engageons-nous sans retenue dans cette campagne essentielle. Redonnons espoir à ceux qui, hélas, croient encore que leur bois sera noyé. Redonnons espoir à ceux qui voient disparaître leur village, leur département, qui voient s'éloigner d'eux toujours plus les pouvoirs publics, qui sont laissés pour compte, qui subissent la politique de peuplement, chère à Manuel Valls, qui consiste à disséminer les clandestins
et les Roms jusque dans les plus petits villages de France. Je l'ai dit au début de mon intervention, il existe aujourd'hui en France une majorité silencieuse, qui pense qu'une autre politique est non seulement souhaitable, mais même possible. C'est une majorité que l'on a piétinée quand elle donnait son avis par référendum. Souvenez-vous toujours de 2005. Le gouvernement est effrayé à l'idée que cette majorité reprenne la parole. C'est la raison pour laquelle jamais, vous entendez, jamais, ils ne vous demanderont ce que vous pensez de la politique d'immigration. Jamais ce gouvernement n'organisera de référendum sur ce sujet, trop effrayé à l'idée que les Français reprennent en main leur avenir. En réalité, ce pouvoir ne tient debout que parce que le peuple ne dit rien. Sans le silence de la majorité, il n'a plus de pouvoir. Or, chaque élection est une fenêtre de tir où la mobilisation de la majorité peut changer les choses. Eh bien, le jour où la majorité silencieuse reprendra la parole est bientôt arrivé. Et ce jour-là, nous devons être à ses côtés. Nous sommes prêts à gouverner. Et nous sommes prêts parce que nous avons conscience de l'enjeu. Nous sommes prêts parce que nous nous sommes préparés et que nous nous préparons sans cesse. Ces universités d'été qui se clôturent en sont une nouvelle étape. Car une page se tourne. Chacun a compris qu'au-delà même de notre pays, notre monde est à la fin d'un cycle et que les défis qui nous attendent sont sans commune mesure avec ceux que nos parents ont eu à relever. Le bouleversement de l'organisation du travail dans nos sociétés du fait de l'explosion des nouvelles technologies dont l'ubérisation des services n'est qu'un exemple est un défi. Nos sociétés confrontées à la tentation de la déréglementation totale qui sera en même temps le règne de la débrouille, de la précarité et de l'insécurité professionnelle permanente en est un autre. L'organisation de nos sociétés modernes, structurées, où ce que l'on pensait acquis parce que l'on avait mis des siècles à le construire, un territoire équilibré, un aménagement de ce territoire performant, une économie diversifiée, une réglementation qui limitait les dérives et les abus, un système de protection sociale et de santé qui, bon an, mal an, ne laissait personne sur le bord du chemin, cette organisation se délite à une vitesse vertigineuse, recréant des inégalités que nous pensions appartenir au passé. Un monde où des migrations gigantesques se mettent en mouvement et dont le réservoir est, comme je vous l'ai dit, quasi inépuisable. Nous pensons les contenir avec de bons sentiments, alors qu'elles représentent un bouleversement que nous n'avons peut-être pas connu depuis 17 siècles. Un monde aux prises avec un terrorisme low cost, sans structure, sans hiérarchie, mais avec des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de soldats anonymes, mais déterminés. Autre défi que ce pouvoir politique qui nous a échappé à nous, peuple, pour être confié à notre insu, à des structures technocratiques ou financières, opaques, impersonnelles, sans visage, sans âme, et dont un clignement d'œil en Chine peut créer un tsunami financier en Europe. Ce monde qui, après avoir cru aux chimères du sans frontières, les remplace par des murs qui poussent sur le globe comme des champignons, dans l'espérance folle de maîtriser le désordre que nos dirigeants ont généré par leur lubie. Ce monde où il ne s'agit plus simplement de vivre et de faire vivre nos identités et nos cultures respectives, mais de les défendre pied à pied contre le travail d'érosion ininterrompue de l'idéologie mondialiste et multiculturaliste. Notre monde qui n'a cessé de rétrécir, où les corps et les esprits voyagent si vite, mais dont la liste des pays ou des régions où il est dangereux de se rendre n'a jamais été si longue. Un monde où se développe la surveillance généralisée de tous, au bénéfice de certains, comme dans les pires livres de fiction. Un monde où le bonheur des peuples se mesure aujourd'hui à la structure de leur consommation. Oui, mes amis, ces défis sont gigantesques. Nous devons le mesurer, être à la hauteur de ces bouleversements, les anticiper pour y répondre, avec la
la force de nos âmes, de nos esprits, la force surtout de notre amour immense pour la France.